La Cour constitutionnelle de notre pays a déclaré le nouveau code électoral conforme à la Constitution en toutes ses dispositions, et cela a été l'objet de vives critiques, notamment de la part de l'opposition politique, en premier chef le parti Les Démocrates. Je pense que dans une démocratie, la parole est libre et chaque parti, chaque personne, qu'elle soit physique ou morale, a le droit quand même d'opiner sur les questions d'intérêt national. Et pour cette raison, je pense que la réaction du parti Les Démocrates, comme en tant qu'entité politique, ne peut pas lui être déniée, le droit de s'exprimer. Mais nous devons savoir que la liberté d'expression, ce n'est pas seulement le droit à la parole, c'est aussi le droit de porter des jugements de valeur. Et quand nous portons un jugement de valeur, nous devons savoir que là, nous donnons notre point de vue. Mais le point de vue, ce n'est pas ce que nous pensons sur un problème donné, c'est ce que la position que nous occupons nous permet de voir par rapport à la question. Donc lorsque vous avez une position politique, le regard que vous avez sur le phénomène juridique, la décision d'une justice n'est pas forcément ce qu'on devrait avoir. La Constitution du Bénin a été claire en son article 121 pour dire que lorsqu'une loi est adoptée par l'Assemblée nationale, mais qui n'est pas encore promulguée par la Cour constitutionnelle, on peut saisir le juge constitutionnel au fin pour ce dernier d'opérer le contrôle de constitutionnalité, mais ceux qui peuvent solliciter ce contrôle de constitutionnalité, la loi les a limitativement énumérés. Il s'agit, en référence à l'article 121 de la Constitution, bien sûr, du président de la République et de tout membre de l'Assemblée nationale. Vous comprenez là qu'à travers cette disposition, le constituant originaire a exclu les particuliers, les personnes physiques, les citoyens ordinaires de l'ouverture ou l'inauguration du contentieux constitutionnel a priori. Donc, ce qu'on a pu noter, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens ordinaires qui ont saisi la Cour. Et lorsqu'ils ont saisi la Cour, dans sa décision, la Cour constitutionnelle a pu constater, au regard de l'article que je viens de vous citer tout à l'heure, que ces citoyens-là n'ont pas le droit de la saisir à cette étape de la procédure législative. Maintenant, si le citoyen lambda, la population ou un citoyen du Bénin qui ne comprend pas que la Constitution a interdit les recours intentés par les personnes ordinaires à cette étape de la procédure, et qu'on dit que il y a 5 ou 10 citoyens ordinaires qui ont saisi la Cour et la Cour a rejeté toutes les requêtes, les gens peuvent s'affoler, les gens peuvent s'interroger, les gens peuvent même penser que la Cour est en train de rendre des décisions politiques. Or, que cette décision rendue par la Cour a bel et bien un fondement juridique. Il y a parmi les requérants un député qui avait demandé à la Cour constitutionnelle de vouloir procéder à l'étude de conformité d'une disposition du Code électoral contre une autre. C'est-à-dire, je veux parler de l'article 146 du Code électoral. Le député demandait clairement à la Cour ceci. La Cour constitutionnelle, les sages de la Cour constitutionnelle, de vouloir constater que l'article 146 du Code électoral est contraire à l'article 39 du même code. C'est-à-dire que ce requérant est en train de demander à la Cour constitutionnelle, qui est bien entendu un député à l'Assemblée nationale, de vouloir faire une étude de conformité, d'accord, d'une disposition législative par rapport à une autre disposition législative. Or, lorsque vous regardez la décision de la Cour constitutionnelle sur cette question, précisément, la Cour a dit « il ne m'appartient pas ». La Constitution, au regard des compétences qu'elle m'a allouées, ne me donne pas le pouvoir d'opérer ce qu'on appelle, au niveau des juristes, le contrôle de légalité. C'est-à-dire, voici un article d'un texte est conforme à la loi. Ce n'est pas du ressort de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. Cette question, normalement, devait être posée à la Cour suprême. C'est la Cour suprême qui connaît de ces dossiers. Or, on a constaté qu'un député, un parlementaire, a pu saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander de se prononcer sur cette question. Mais la Cour lui a donné tort. Et ceux qui pensent que la décision de la Cour constitutionnelle est une décision politique, c'est aussi en pensant au rejet de la requête ou au rejet de la prétention de ce requérant qui est un parlementaire. Donc vous voyez très clairement que si la Constitution ne demande pas à la Cour constitutionnelle va opérer une étude de légalité, la Cour ne peut pas l'opérer. Si la Cour dit sur cette question je suis incompétente, alors si les gens n'ont pas l'information que ce n'est pas du ressort de la Cour constitutionnelle, on peut supposer. Les politiciens peuvent manipuler l'opinion avec cette position de la Cour pour dire que non, la décision de la Cour constitutionnelle, elle est politique. Et prenons un autre élément, le pourcentage d'éligibilité à la répartition des sièges.
Le nouveau code électoral a dit que pour être éligible à la répartition des sièges dans le cadre des législatives, il faut pour chaque liste de candidats de réunir 15% des suffrages exprimés au plan national. Dans l'ancien texte, c'était 10%. Donc les requérants ont estimé que le fait pour l'Assemblée nationale d'augmenter ce pourcentage, de passer de 10 à 15%, est contraire à la Constitution. Et les requérants ont demandé à la Constitution de bien déclarer cette augmentation du taux contraire à la Constitution. Or, les requérants n'ont pas tellement l'information pour comprendre que tout ce qui relève de la volonté souveraine du Parlement, la Cour constitutionnelle n'est pas là pour les censurer. Parce que, qu'ils vous souviennent qu'il y a quelques années, un compatriote avait saisi la Cour constitutionnelle pour lui demander de déclarer le système de parrainage contraire à la Constitution. Mais la Cour a tracé le chemin en disant, lorsque moi, en tant qu'organe constitué, le peuple m'a constitué, et le peuple s'est exprimé en 90 dans la Constitution, et la Constitution constitue en réalité, comment on appelle, le support de la volonté du peuple. Cette volonté du peuple est une volonté primitive, volonté originaire. Donc chaque fois, puisque le peuple a élu un parlement pour porter sa voix, chaque fois que le parlement adopte un texte, on suppose que c'est le peuple qui s'est exprimé. Mais tout le rôle que moi je vais jouer, je veille à ce que l'expression de la volonté populaire que le Parlement a effectuée, je dois veiller si cela est conforme à la volonté que le peuple a exprimée dans la Constitution et qui constitue la volonté primitive ou originaire du peuple. C'est tout ce que la Constitution demande à la Cour constitutionnelle de faire. Maintenant, la Constitution ne demande pas à la Cour, ne donne pas pouvoir au service de la Cour constitutionnelle d'opérer ce qu'on peut appeler une étude d'opportunité de la loi. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de discuter des options du Parlement. Donc si on était à 0%, après on est passé à 10%, la Cour n'a pas dit que c'est contraire à la Constitution. Mais pourquoi la Cour va dire que les 15% c'est contraire à la Constitution? C'est justement parce que ça ne gêne pas, ça ne dérange pas, ça ne viole pas une disposition constitutionnelle. Et à partir de cet instant, la Cour ne peut pas dire que c'est contraire à la Constitution. Donc voilà, entre autres. Mais quand dans la décision de la Cour n'a pas dit l'augmentation du taux à 15%, c'est contraire à la Constitution, beaucoup ne sont pas heureux. C'est vrai que les belles théories sur la démocratie veulent qu'on perçoive l'Assemblée nationale comme étant le lieu où s'exprime la volonté populaire, mais il faut être dupe pour ne pas savoir que c'est également un lieu de rapport de force politique. Par ailleurs, il y a des choses que l'on peut reprocher juridiquement à cette décision de la Cour. Je vous donne un exemple. Vous voyez, la Cour constitutionnelle sur la question du droit de parrainer. Et dans une décision antérieure, la Cour avait estimé que le parrainage est un engagement unilatéral. Ça veut dire qu'il appartient à l'élu de décider de qui parrainer. La Cour a évolué cette fois-ci en disant que le parrainage doit être octroyé en restant dans l'esprit du système partisan. On ne peut pas refuser cela. Mais quand on pousse un peu la réflexion, la Cour dit que celui qui doit être parrainé doit être quelqu'un qui partage l'idéologie du parti auquel relève le parrain. Ça pose un problème. Le problème, ce n'est pas maintenant, pour l'avenir, parce qu'il y a un élément que la Cour a occulté. L'élément que la Cour a occulté, c'est que si aujourd'hui, un député, l'Union progressiste a beaucoup de députés, autant que les autres partis politiques, si un député démissionne de l'Union progressiste aujourd'hui, en 2026, si on doit suivre la décision de la Cour, c'est que même s'il a démissionné de l'Union progressiste aujourd'hui et qu'il devient démocrate demain, le parrainage qu'il va accorder en 2026 ne peut pas être un parrainage d'un candidat des démocrates. Ça va être toujours un parrainage qui va être accordé, ça ne peut qu'être accordé à un candidat qui partage l'idéologie de l'Union progressiste, malgré la démission. C'est ce que nous reprochons à la décision de la Cour constitutionnelle, entre autres. Or, être membre d'un parti politique, c'est user de son droit d'association. Le parti politique est une association et il n'y a pas une obligation, il n'y a pas un droit négatif d'association. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de demeurer dans une association. Vous êtes libre de quitter. La liberté d'adhérer à une association comporte également la liberté de la quitter. Donc, si jamais, puisque la loi dit tu ne peux pas parrainer un candidat autre que le candidat du parti qui t'a positionné, ça suppose que même si le député démissionne de l'UPR demain,
en 2026 et qu'il rejoint les démocrates, c'est qu'il ne pourra pas accorder son parrainage à un candidat proposé par le Parti des démocrates. Je vois que pour n'avoir pas anticipé sur ce cas, pour n'avoir pas pris en compte cette hypothèse, c'est une grande faiblesse de la décision de la Cour constitutionnelle sur précisément la question de l'octroi du parrainage. Puisque la Cour a déjà validé la décision, on entend que, a validé du moins la loi, on entend que le chef d'État promulgue. Si le chef d'État promulgue la loi, dans le code électoral, c'est qu'à partir de la promulgation, les citoyens ordinaires comme vous et moi, d'accord, en tout cas aujourd'hui, on a la possibilité d'écrire à la Cour constitutionnelle, de la saisir pour lui faire voir des aspects tels que l'hypothèse que je viens de vous décrire. Quand le texte est adopté et le juge constitutionnel l'a validé, il reste maintenant sa promulgation. Mais les lois permettent au président de l'Assemblée nationale de ne pas procéder directement à la promulgation de la loi, mais au président de la République, pardon, de ne pas promulguer directement la loi, mais de solliciter de la part de la représentation nationale d'opérer ce qu'on appelle une seconde lecture. C'est-à-dire que, quand bien même le texte a été adopté par l'Assemblée nationale, quand bien même il a été validé par la Cour constitutionnelle, le président de la République a toujours la possibilité de dire « Bon, c'est vrai que c'est passé par toutes ces étapes, mais à mon niveau, je pense qu'il y a toujours des choses qui clochent. Je demande à l'Assemblée nationale de procéder à une seconde lecture et l'Assemblée dispose d'un délai pour obtempérer. » Maintenant, il est aussi possible pour l'Assemblée nationale de ne pas donner suite à la requête du président de la République et de laisser la loi en l'état et de ne pas modifier une virgule. Si l'Assemblée veut, elle peut modifier le texte tel que le président l'a sollicité. Maintenant, si le président formule la demande d'une seconde lecture et que l'Assemblée nationale s'y oppose, d'accord, en ce moment-là, le président est obligé de promulguer la loi telle qu'elle.